Quand mon père a ouvert le coffre-fort familial devant le notaire, j'ai vu mon frère sourire. Il pensait que tout lui revenait, mais ce qu'il a trouvé à l'intérieur a effacé ce sourire en une seconde. Je m'appelle Élise Moreau, j'ai 38 ans et pendant toute ma vie, j'ai cru que ma famille m'aimait, que l'amour était inconditionnel, que le sang était plus épais que l'eau. Mais ce matin de novembre, dans ce cabinet poussiéreux de la rue Saint-Jacques à Paris, j'ai compris que j'avais vécu dans un mensonge soigneusement construit. Et si vous vivez quelque chose de similaire, si vous vous sentez invisible dans votre propre famille, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Parce que mon histoire va peut-être vous donner la force de voir la vérité en face, comme j'ai dû le faire. Tout a commencé 3 semaines avant la mort de papa, c'était un mardi soir. Le genre de soirée brumeuse où Paris sent l'humidité et les feuilles mortes. J'étais rentrée de mon travail à la bibliothèque municipale, les pieds douloureux dans mes chaussures usées que je n'avais pas les moyens de remplacer. Mon appartement du 15e arrondissement était glacial. Le chauffage marchait mal depuis 2 mois, mais le propriétaire refusait de réparer. Je vivais avec 2 pulls superposés et des chaussettes de laine même au lit. Mon téléphone a sonné. C'était Théo, mon frère aîné. Sa voix était tendue, presque mielleuse. « Élise, il faut qu'on parle de papa. Tu devrais venir dîner dimanche. Maman sera là aussi. » Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a mise mal à l'aise, mais j'ai accepté. La famille, c'est sacré. C'est ce qu'on m'avait toujours dit. Papa avait 82 ans. Il était veuf depuis 7 ans, depuis que maman Geneviève était morte d'un cancer fulgurant qu'il avait emporté en 6 mois. Enfin, je devrais dire ma belle-mère. Parce que ma vraie mère, Claire, celle qui m'avait portée, était morte quand j'avais 3 ans. Un accident de voiture sur l'autoroute A6, un camion qui avait dérapé sous la pluie. Je n'ai aucun souvenir d'elle, juste des photos dans un album que papa gardait au fond d'un placard. Comme si ma mère était un secret honteux. Papa s'était remarié 2 ans plus tard avec Geneviève, une femme élégante qui travaillait dans la mode. Elle avait amené Théo dans le mariage, son fils de 5 ans, fruit d'une première union. Papa l'avait adopté légalement. Théo portait notre nom, Moreau, et tout le monde le traitait comme le fils aîné légitime. Moi, j'étais la petite dernière, celle qu'on tolérait. Pendant mon enfance, j'ai senti la différence. Subtile, mais constante. Théo avait une chambre spacieuse avec vue sur le jardin dans la maison de Versailles où nous vivions. La mienne était petite, côté rue, avec le bruit des voitures jusqu'à minuit. Théo recevait une allocation généreuse pour ses études de commerce. Moi, j'ai dû travailler dans un café le soir pour payer la fac de lettres. Quand Théo a voulu ouvrir son cabinet d'architecture, papa lui a prêté 150 000 € sans intérêt. Quand j'ai demandé 10 000 € pour réparer ma voiture qui venait de lâcher, papa m'a dit qu'il fallait que j'apprenne la valeur de l'argent. J'ai appris. J'ai appris à économiser chaque centime. À manger des pâtes 5 soirs par semaine, à refuser les sorties avec mes amis parce que je n'avais pas de quoi payer un verre. J'ai appris que l'amour se mesurait en euros et que j'en valais très peu. Ce dimanche-là, je suis arrivée chez papa avec une tarte aux pommes achetée à la boulangerie. Je pouvais pas me permettre de la faire moi-même. Le beurre coûtait trop cher. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Grande, bourgeoise, avec ses moulures au plafond et son parquet qui craquait. L'odeur de cire d'abeille et de vieux livres. Papa était assis dans son fauteuil près de la cheminée, une couverture écossaise sur les genoux. Il avait maigri. Ses mains tremblaient légèrement quand il a pris sa tasse de thé. Théo était là, bien sûr, avec sa femme Mathilde, une femme blonde et glaciale qui travaillait dans la finance et qui me regardait toujours comme si j'avais de la boue sous les ongles. Ils habitaient un appartement du 7e arrondissement, avec terrasse et vue sur la tour Eiffel. 350 mètres carrés. J'avais vu les photos sur Instagram. Moi, je vivais dans 28 mètres carrés où la douche fuyait. Le dîner était tendu. Papa mangeait à peine, poussant le bœuf bourguignon dans son assiette. Théo parlait de son dernier projet, un immeuble de luxe près du Trocadéro. Mathilde l'écoutait avec adoration. Moi, je restais silencieuse, coupant ma viande en petits morceaux réguliers. Une habitude d'enfance,
quand je voulais me faire invisible. Puis papa a toussé, une toux rauque, profonde, qui lui a secoué tout le corps. « Élise, a-t-il dit quand il a retrouvé son souffle, j'ai quelque chose à te dire. » Il a regardé Théo, qui a hoché la tête. « Ma santé n'est pas bonne. Le médecin dit que c'est le cœur. Ça peut arriver n'importe quand. Mon estomac s'est noué. »« Papa, ne dis pas ça. » Il a levé la main pour me faire taire. J'ai pris des dispositions. Tout est en ordre. Le notaire a tous les documents. Théo s'en occupera quand le moment viendra. Tu n'auras pas à te soucier de quoi que ce soit. Tu n'auras pas à te soucier. Comme si j'étais une enfant incapable de gérer quoi que ce soit. Comme si Théo était l'adulte responsable et moi, l'éternelle petite fille. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. Je ne pleurerai pas devant eux. Les 3 semaines suivantes ont été étranges. Papa m'a appelé plusieurs fois, ce qui était inhabituel. Il voulait me voir, disait-il. Juste nous deux. Mais chaque fois que je proposais une date, il trouvait une excuse. Théo était là. Il était fatigué. Le médecin venait. Puis, un jeudi matin, mon téléphone a sonné à 6 heures. C'était Théo. Papa est mort cette nuit. Crise cardiaque. C'était rapide. Sa voix était plate, presque détachée. Pas de sanglots, pas de tremblements. Juste les faits. L'enterrement aura lieu mardi. Je t'envoie les détails. J'ai raccroché et je me suis assise sur mon lit, incapable de bouger. Papa était mort. Mon père, avec tous ses défauts, toutes ses injustices, était parti. Et je n'avais même pas pu lui dire au revoir. L'enterrement s'est déroulé sous une pluie fine au cimetière de Montparnasse. Une 50aine de personnes sont venues. Des vieux amis de papa, des collègues de son époque à la banque, des voisins. Théo a prononcé l'éloge funèbre, parlant de papa comme d'un homme généreux, aimant, dévoué. J'ai serré les dents si fort que ma mâchoire m'a fait mal pendant 2 jours. Après la cérémonie, Théo m'a prise à part. Le notaire veut nous voir demain. 10 heures, soit à l'heure. Il y avait quelque chose dans ses regards, une lueur que je n'arrive pas à identifier. De l'excitation, peut-être. Ou de l'impatience. Le cabinet de Maître Dubois était situé dans le 6e arrondissement, rue de Tournon, dans un de ces immeubles anciens avec un digicode et une cour pavée. La salle de réunion sentait le cuir et le papier. Maître Dubois était un homme d'une 60aine d'années, chauve, avec des lunettes rondes qui lui donnaient l'air d'un hibou bienveillant. Théo était déjà là, assis avec désinvolture, une jambe croisée sur l'autre. Mathilde était à côté de lui, son sac Hermès posé sur la table. Moi, j'avais mon vieux manteau rapiécé et mes mains tremblantes cachées sous la table. Maître Dubois a ouvert un dossier épais. Bien, nous sommes tous là. Monsieur Moreau a laissé des instructions très précises. Il a regardé Théo, puis moi. Avant de commencer la lecture du testament, il y a quelque chose que votre père voulait que vous voyiez ensemble. Il a sorti une clé ancienne, en cuivre, avec un numéro gravé. Votre père possédait un coffre-fort à la Banque de France, agence Opéra. Il contenait des documents qu'il souhaitait que vous découvriez avant de connaître le contenu du testament. Théo s'est redressé. « Un coffre-fort? Je n'étais pas au courant. » Maître Dubois a souri légèrement. « Votre père était un homme discret. Nous avons rendez-vous à la banque dans 1 heure. Je vous y accompagne. » Le trajet s'est fait en silence. Théo envoyait des messages sur son téléphone, les sourcils froncés. Mathilde regardait par la fenêtre, l'air ennuyé. Moi, je fixais la clé que Maître Dubois tenait dans sa main. Qu'est-ce que papa avait caché pendant toutes ces années? La salle des coffres était froide, éclairée par des néons qui bourdonnaient. Un employé nous a conduits devant le coffre numéro 312. Maître Dubois a inséré la clé, tourné 2 fois et ouvert la petite porte métallique. À l'intérieur, il y avait une boîte en métal gris, pas très grande, avec une autre serrure. Maître Dubois a posé la boîte sur la table. Votre père a laissé une lettre. Il a sorti une enveloppe beige, a mis ses lunettes et a commencé à lire. « Mes chers enfants, si vous lisez ceci, c'est que je suis parti. Il y a des choses que je n'ai jamais eu le courage de dire de mon vivant. Des vérités que j'ai gardées pour protéger l'harmonie familiale
ou peut-être par lâcheté. Théo, tu as été le fils que Geneviève a amené dans ma vie, et je t'ai élevé comme le mien. Mais il est temps que tu saches quelque chose. Tu n'as jamais été légalement mon héritier principal. Élise est ma fille biologique, la seule. Et selon mon testament initial, rédigé après la mort de Claire, tout devait lui revenir. Théo est devenu blanc. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Maître Dubois a continué, imperturbable. Mais Geneviève m'a supplié de changer ce testament. Elle voulait que tu sois traité équitablement. J'ai cédé. J'ai rédigé un nouveau testament qui divisait mes biens en deux. 50% pour toi, 50% pour Élise. C'était un compromis que je regrettais chaque jour. Parce que j'ai vu comment Élise était traitée. Comment elle était mise de côté. Comment on la laissait lutter seule pendant que toi, Théo, tu recevais tout sans jamais avoir à te battre. La voix de Maître Dubois s'est faite plus grave. Alors 3 mois avant ma mort, j'ai changé mon testament une dernière fois. Ce coffre contient les preuves de tout ce que j'ai voulu faire, mais que je n'ai jamais eu la force d'accomplir de mon vivant. Élise, ma fille, ma chair, mon sang, celle que j'ai négligée par faiblesse, je te lègue la totalité de mes biens. La maison, les comptes bancaires, les investissements, tout. 800 000 € en liquide et en actifs. Théo, tu as déjà reçu 150 000 € de moi il y a 10 ans. Tu as construit ta vie avec cet argent. Élise n'a rien reçu. Il est temps de corriger cette injustice. Le silence était assourdissant. Théo fixait Maître Dubois comme s'il venait de parler en chinois. Mathilde avait la bouche ouverte, son rouge à lèvres parfait, formant un O stupéfait. Moi, je ne pouvais pas respirer. 800 000 €. La maison. Tout. C'est impossible, a craché Théo en se levant brusquement. C'est une erreur. Papa n'aurait jamais fait ça. Il m'aimait. Maître Dubois a ouvert la boîte métallique. À l'intérieur, il y avait des dizaines de documents. Des relevés bancaires montrant les virements que papa avait faits à Théo au fil des années. Des lettres que papa avait écrites, mais jamais envoyées, adressées à moi, où il s'excusait de m'avoir négligé. Des photos de ma mère, Claire, jeune et souriante, tenant un bébé. Moi. Et au fond, il y avait un autre document. Un rapport d'enquête privée. Maître Dubois l'a sorti avec précaution. Votre père a engagé un détective privé il y a 1 an. Il voulait savoir comment vous viviez tous les deux. Le rapport concernant Théo montrait sa réussite. L'appartement, les voyages, les restaurants chics. Mais le rapport sur vous, Élise, montrait la réalité. Votre appartement insalubre, vos factures impayées, le fait que vous mangiez 1 repas par jour pour économiser. Votre père a été effondré. Il a compris qu'il avait échoué. J'ai pris le rapport avec des mains tremblantes. Il y avait des photos de moi, prises à mon insu. Moi sortant de mon immeuble délabré. Moi achetant du pain de la veille au supermarché discount. Moi avec mon manteau rapiécé sous la pluie. Papa m'avait vu. Vraiment vu. Et ça l'avait brisé. Théo a frappé la table du poing. C'est du chantage émotionnel. Il était sénile. Ce testament n'est pas valide. Maître Dubois a secoué la tête calmement. Votre père était en pleine possession de ses moyens. J'ai 3 médecins qui ont certifié sa santé mentale le jour de la signature. Ce testament est parfaitement légal. Vous pouvez le contester, bien sûr, mais je vous préviens que vous perdrez. Et les frais d'avocat vous coûteront une fortune. Mathilde s'est levée, attrapant son sac. Viens Théo, on s'en va. On va contacter notre avocat. Elle m'a lancé un regard venimeux. Tu ne mérites pas cet argent. Tu n'es qu'une profiteuse. Tu as manipulé un vieil homme malade. Mais je n'avais rien fait. Je n'avais même pas su que papa avait changé son testament. Je suis restée assise, les documents étalés devant moi, incapable de bouger. Maître Dubois a attendu que Théo et Mathilde soient partis pour parler. Votre père m'a fait promettre de vous dire quelque chose en privé. Il savait que Théo réagirait mal. Il voulait que vous sachiez que ce n'est pas de la vengeance, c'est de la réparation. Il a passé des années à vous ignorer parce que ça arrangeait tout le monde. Geneviève ne voulait pas que vous receviez plus que Théo. Théo ne voulait pas partager. Et votre père, par faiblesse, a choisi la paix familiale plutôt que la justice. Mais à la fin, il a fait ce qui était juste. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar.
Théo a engagé un avocat, comme prévu. Il a contesté le testament, alléguant manipulation, influence indue, incapacité mentale. Maître Dubois a répondu avec les certificats médicaux, les lettres de papa, le rapport du détective. Le juge a été catégorique. Le testament était valide. Théo a essayé une autre approche. Il a appelé tous les membres de la famille, les cousins, les oncles, les amis de papa, pour leur raconter que j'avais volé l'héritage, que j'avais profité d'un vieil homme vulnérable. Certains m'ont cru, d'autres m'ont tourné le dos. Ma tante Marguerite, la sœur de papa, m'a appelé pour me dire qu'elle était fière de moi. Ton père aurait dû faire ça il y a des années. Tu mérites chaque centime. Mais les attaques de Théo ont continué. Il a posté sur Facebook, sans me nommer directement, des messages sur les manipulateurs qui détruisent les familles. Il a essayé de me faire virer de la bibliothèque en appelant mon directeur pour dire que j'étais instable. Ça n'a pas marché. Mon directeur, Monsieur Patel, m'a convoqué et m'a dit simplement « Votre vie privée ne me regarde pas. Vous faites un excellent travail ici. Si quelqu'un vous harcèle, dites-le moi. » La maison de Versailles était maintenant à moi. J'ai dû attendre 3 mois que tous les papiers soient signés avant de pouvoir y entrer. Quand j'ai poussé la porte, l'odeur de cire d'abeille était toujours là. Mais la maison était froide, vide. Papa était parti. Et avec lui, toute possibilité de réconciliation. J'ai passé des jours à trier ses affaires. Les vêtements, les livres. Les bibelots accumulés pendant 50 ans. Dans son bureau, j'ai trouvé l'album photo de ma mère, Claire. Elle me ressemblait, avec les mêmes yeux niaisettes, le même sourire timide. Il y avait des lettres aussi, qu'elle avait écrites à papa pendant leur fiançailles. Des mots d'amour, de rêves, de projets pour l'avenir. Un avenir qu'elle n'avait jamais connu. Et au fond d'un tiroir, fermé à clé, j'ai trouvé un journal intime. Le journal de papa. Il couvrait les 10 dernières années de sa vie. J'ai lu tard dans la nuit, assise par terre dans son bureau, les pages jaunies tremblant entre mes mains. Papa écrivait sur ses regrets, sur comment il avait laissé Geneviève contrôler la famille, sur comment il m'avait regardé grandir de loin, trop lâche pour intervenir, sur comment, après la mort de Geneviève, il avait enfin compris qu'il pouvait changer les choses. Une entrée, datée d'il y a 1 an, m'a fait pleurer. Aujourd'hui, j'ai vu le rapport du détective. Élise vit comme une mendiante pendant que Théo vit comme un prince. Et c'est ma faute. J'ai créé cette injustice. Geneviève n'est plus là pour me dicter ma conduite. Je dois réparer. Je dois donner à Élise ce qu'elle aurait dû avoir depuis le début. Claire me pardonnerait-elle? Je ne sais pas. Mais je dois essayer. J'ai vendu la maison 6 mois plus tard. Je ne pouvais pas y vivre. Trop de fantômes, trop de souvenirs douloureux. J'ai acheté un appartement lumineux dans le 11e arrondissement, avec 2 chambres, une vraie cuisine et une terrasse où je pouvais faire pousser des herbes aromatiques. J'ai remboursé mes dettes. J'ai acheté une voiture fiable. J'ai créé un fonds d'urgence. Avec le reste, j'ai fait ce que papa aurait voulu. J'ai créé une fondation au nom de ma mère, Claire Moreau, pour aider les jeunes femmes en difficulté financière à poursuivre leurs études. Bourse, aide au logement, soutien psychologique. La première année, nous avons aidé 15 jeunes femmes. L'année suivante, 30. Maintenant, 5 ans plus tard, plus de 200. Théo ne m'a jamais reparlé. Lors d'une réunion de famille, chez notre cousin Antoine, nous nous sommes croisés. Il m'a regardée comme si j'étais transparente. Puis il est parti, sans un mot. Mathilde m'a bousculé en passant, son parfum cher flottant derrière elle comme un nuage toxique. Mais je ne ressens plus de colère. Juste de la tristesse pour ce qui aurait pu être. Une famille unie, un frère qui m'aurait soutenu, un père qui aurait eu le courage de m'aimer ouvertement. Tout cela était mort bien avant que papa ne ferme les yeux pour la dernière fois. Aujourd'hui, il travaille toujours à la bibliothèque. Non pas parce que j'en ai besoin financièrement, mais parce que j'aime ce travail. J'aime aider les enfants à découvrir le monde à travers les livres. J'aime l'odeur du papier et le silence respectueux des salles de lecture. Mon bureau est décoré avec une photo de ma mère, jeune et radieuse, et une citation de papa que j'ai trouvée dans son journal.
L'amour véritable ne se mesure pas en cadeaux, mais en présence. Papa n'a pas été présent pendant ma vie, mais à la fin, il a essayé de l'être d'une autre manière, en me donnant ce que je méritais, en reconnaissant l'injustice, en me voyant enfin. Le coffre-fort est vide maintenant. Mais les documents qu'il contenait ont changé ma vie. Ils ont prouvé que j'avais de la valeur, que je n'étais pas folle de ressentir le rejet, que l'amour, le vrai, reconnaît ses erreurs et tente de les réparer. Théo a son cabinet d'architecture, sa belle vie, son déni. Moi, j'ai la paix, la sécurité financière et la certitude que malgré tout, papa m'aimait à sa façon imparfaite et tardive. Parfois, tard le soir, je repense à ce matin dans le cabinet du notaire. Le sourire de Théo qui s'effaçait, la clé en cuivre qui tournait dans la serrure, les documents qui racontaient une vérité que personne ne voulait voir. Et je me dis que la justice existe. Pas toujours, pas pour tout le monde. Mais parfois, si on a de la chance, elle arrive, même si c'est trop tard pour dire merci.